Alors bonjour à tous, merci Anne. J'espère que tout le monde m'entend correctement. N'hésitez pas à envoyer un petit message si vous m'entendez pas correctement. Donc merci Action Rebut d'avoir organisé cette série de webinaires pour la Semaine québécoise de réduction des déchets. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui l'éco-conception et comment l'éco-conception peut participer à la réduction des déchets. Alors d'abord, le petit agenda pour l'heure qui suit. Je vais d'abord vous présenter rapidement l'Institut, l'IDP. Ensuite, je vous présenterai un petit peu les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Ensuite, je vous donnerai la définition de l'éco-conception pour ensuite vous présenter la démarche d'éco-conception qui a été développée par l'IDP. Et je m'attarderai un petit peu plus sur une stratégie d'éco-conception qui est la conception pour le recyclage, pour terminer ensuite par une période d'échange et de questions. Excusez-moi si je me racle la gorge, j'ai pris un petit peu froid cette fin de semaine. Donc, l'Institut de développement de produits, on est un organisme à but non lucratif, mais on est une association d'industriels, en fait, dont la raison d'être est d'accélérer l'adoption de meilleures pratiques en développement de produits et en éco-conception. Donc, en fait, on a deux champs d'expertise, le développement de produits et le développement durable. Je vous donne ici quelques exemples, comme le processus de développement de produits, portefeuille de projets de produits, je crois qu'il parle trop près du micro. OK. La compréhension des besoins clients, l'équipe multifonctionnelle, la gestion de projet, mais aussi l'éco-conception. Donc voici quelques exemples d'entreprises avec qui on travaille et qui nous font confiance, qui participent soit à nos réseaux d'échange, soit chez qui on intervient en accompagnement ou en diagnostic d'éco-conception. Voici d'autres entreprises. Donc on va commencer par les enjeux aujourd'hui en termes de développement durable et d'éco-conception. Donc, dans le cadre d'un webinaire, je ne vois pas vos réactions, mais d'habitude, quand je présente ce type d'image dans nos formations, il y a une petite réaction, les yeux se plissent un petit peu, on se demande un petit peu à quoi correspond cette image. Donc ensuite, je zoome un petit peu, peut-être que vous commencez à voir où je veux en venir, pour ensuite faire un focus un petit peu, un zoom encore plus important, pour voir qu'il s'agit ici de sacs plastiques. Donc en fait, c'est des photographies que Chris Jordan, un photographe américain, a fait pour montrer un petit peu ici l'utilisation de sacs en plastique. Donc, 60 000 sacs de plastique sont utilisés tous les 5 secondes en fait aux États-Unis. Paula avait trouvé la bonne réponse, il me semble. Donc dans ce type d'image, en fait, on peut voir deux grandes choses. On peut tout d'abord voir la démesure de notre société de consommation et du gaspillage de produits, mais on peut aussi voir toutes les opportunités de nouvelles façons de faire et aussi visualiser un petit peu toutes les ressources de matière que nous avons entre guillemets à notre disposition, qui malheureusement aujourd'hui, pour certaines, vont se retrouver dans les centres d'enfouissement. Donc cela nous montre aussi donc un grand potentiel d'amélioration et donc une opportunité à saisir pour nous, c'est de faire de l'éco-conception. De plus, désormais, aujourd'hui, il ne se passe pas une journée, en fait, sans que les médias traitent de changement climatique, de catastrophes écologiques, de détérioration des écosystèmes. Et puis, en fait, avec les derniers rapports même qui sont sortis il y a quelques semaines, l'état de la planète est relativement préoccupant et la situation risque de s'aggraver dans un horizon, entre guillemets, très rapproché. La vie des scientifiques provenant de divers organismes à travers le monde convergent entre guillemets vers le même constat, c'est que les écosystèmes qui maintiennent la vie se détériorent et il y a urgence d'y apporter des solutions. Et donc la réponse, en fait, ça serait d'adopter un mode de développement différent, donc un mode de développement durable. Donc beaucoup d'entre vous connaissent la définition du développement durable, mais je vais la redéfinir peut-être pour certains. Donc un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça repose sur trois piliers que sont l'économie et l'environnement. Et le social, excusez-moi pour le troisième.
Un autre enjeu encore qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est nos comportements d'achat. Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils qui nous permettent de connaître l'empreinte de nos gestes. Là, je vous présente un outil qui a été développé par le groupe Casino en France, qui serait l'équivalent du métro ou d'IGA ici. Donc, on peut donc comprendre ici le point environnemental qu'ont les produits que nous achetons. Ici, l'échelle, c'est des grammes équivalents en CO2. Et donc, on peut voir que lorsqu'on achète des liquides à base d'eau, l'empreinte carbone est relativement faible pour aller jusqu'à devenir très important pour des dosettes café, du bœuf ou un t-shirt coton. Petit exemple, je m'attarde un petit peu plus sur le bœuf. On peut se demander pourquoi le bœuf a un si fort impact. En fait, cela s'explique par l'impact entre guillemets du bœuf en lui-même, mais surtout les impacts proviennent surtout des ressources nécessaires pour nourrir ce bœuf. Donc, à savoir les céréales qu'il faut bien sûr cultiver, arroser et traiter, et tout ça est pris en compte dans l'empreinte carbone d'un produit. Donc, excusez-moi. Dans le point environnemental qu'on a pu voir tout à l'heure, on y intègre aussi la fin de vie et le recyclage. À noter que cet impact, la fin de vie des produits, est plus ou moins important suivant le produit que l'on étudie, mais ça on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. Donc ça reste quand même un gros enjeu aujourd'hui, la fin de vie des produits. On fabrique des produits, certains industriels qu'on accompagne savent très bien ce qui se passe au niveau de la fin de vie de leurs produits. Certains ont même développé des filières de recyclage propres à certains de leurs produits. D'autres contribuent, c'est-à-dire peuvent participer en payant entre guillemets, des taxes aux éco-organismes qui génèrent la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché. Ou d'autres entreprises n'ont aucune idée de ce qui se passe sur la fin de vie de leurs produits. Donc certains industriels mettent sur le marché des produits et n'ont aucune idée de ce qui se passe. Est-ce qu'il est réutilisé? Est-ce qu'il est gaspillé? Est-ce qu'il est enfoui? Est-ce qu'il est recyclé en totalité ou en partie? Donc il y a un gros travail encore auprès des industriels pour les sensibiliser à la fin de vie de leurs produits. Donc un gros travail auprès des industriels, mais en tant que citoyen, nous aussi, en fait, on doit se poser des questions, car à travers ce graphique, on peut voir que le Canada, si je peux me permettre, est bien positionné en termes de génération de déchets. Ces données sont pas toutes récentes, elles datent de 2007, mais ça illustre bien que le Canada est un gros générateur de déchets. Et puis, si on s'attarde même plus au niveau québécois, on voit que le Québec génère 2 fois plus de déchets que le Japon, par exemple, 60% de plus que la France et 15% de plus que nos voisins américains. Donc ça vient du film La poubelle province. Donc beaucoup d'efforts à faire encore en fin de vie et puis pour limiter la génération de déchets. Pourtant, ce qu'on peut voir, c'est que les Québécois sont quand même très attachés au recyclage. Le recyclage reste le comportement de consommation responsable le plus fort. En fait, dans l'étude de consommation responsable, on peut voir que sur les grands indicateurs étudiés, le recyclage est l'indice le plus important. Depuis 2010 jusqu'à 2012, le recyclage reste un enjeu important pour les Québécois, au-delà de la consommation locale, de la déconsommation, de la protection de l'environnement, de la protection des animaux, de la consommation citoyenne, du transport durable ou encore du compostage. Donc pour un industriel, c'est aussi important d'avoir ce type d'information. Vous comprendrez tout à l'heure un petit peu pourquoi, pour en fait lui permettre de définir des stratégies de conception pour ses produits. Par contre, je voulais quand même malgré tout faire une petite note, c'est que je voulais mettre en parallèle les attentes des consommateurs en France. Où là, depuis 2009, on voit qu'il y a eu un petit basculement entre ce qui sont appelés la préservation de la planète et puis pour la santé. Donc on voit que les produits meilleurs pour la santé ont repris depuis 2009 la première position, ce qui fait que pour chaque pays, suivant la géographie et suivant les marchés, les attentes des consommateurs peuvent être bien différentes en termes d'éco-conception, soit au niveau des substances toxiques, soit au niveau de la fin de vie, soit au niveau de
l'utilisation et la génération et l'utilisation d'énergie. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment répondre un petit peu à tous ces enjeux. Donc la réponse que je propose aujourd'hui, c'est d'intégrer l'éco-conception dans les pratiques de l'entreprise. Donc on va tout d'abord définir ce qu'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est une démarche qui cherche à améliorer les caractéristiques environnementales des produits, qu'il s'agisse de biens ou de services, tout au long de leur cycle de vie, sans diminuer leur qualité ou leur performance environnementale. Parce que l'objectif, c'est pas d'intégrer 45% ou 50% de matière recyclée dans un produit et de diviser la durée de vie du produit par 2. Donc l'objectif, c'est effectivement d'intégrer des critères environnementaux, mais tout en gardant la même fonctionnalité, donc en ayant les mêmes qualités, la même performance, en espérant même aller au-delà de la performance première du produit. Dans cette définition, on parle du cycle de vie du produit. Donc dans la diapo suivante, on voit les 5 phases de cycle de vie d'un produit. La première phase, c'est l'extraction des matières premières. Donc ça va de l'entreposage et le transport vers les lieux de transformation. Ça comprend les opérations de transformation de la matière première en matière semi-finie, etc. etc. La seconde étape consiste à la fabrication du produit. Donc ça inclut l'entreposage des matériaux, la transformation vers un produit fini, les emballages et l'entreposage des produits finis. La troisième étape, c'est la distribution qui englobe tous les transports liés à notre produit, toutes les étapes de logistique en fait. Ensuite vient la quatrième étape qui est celle d'utilisation du produit. Donc ça inclut l'entretien et les réparations dont le produit aurait besoin. Ça prend également en compte tous les consommables utiles à son fonctionnement. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de la fin de vie. Donc ça prend en compte les niveaux de vie, que ce soit le recyclage, la valorisation pour certains pays, ou la réutilisation du produit. Mais lorsqu'on étudie un produit, en termes d'éco-conception, on étudie ces 5 phases de cycle de vie, mais on étudie aussi plusieurs critères pour chacune de ces phases. Donc, voici quelques exemples de critères. Donc, il peut y avoir énormément de critères qui sont étudiés. L'objectif, c'est d'identifier les critères qui sont les plus pertinents pour notre type de produit. Si on étudie une chaussure, ça ne sera pas du tout le même critère que pour un frigo, un ordinateur portable, par exemple. Donc, en voici quelques-uns. Donc, l'effet de serre, l'acidification, l'eutrophisation. L'eutrophisation de l'eau, par exemple, c'est le développement inhabituel d'algues dans des cours d'eau. Au Québec, par exemple, l'été, on voit souvent la prolifération d'algues bleues qui empêchent de se baigner dans certains lacs. Il y a le smog, il y a l'épuisement des ressources, il y a la génération de déchets ou même les substances toxiques. Donc, on peut aller travailler sur ces différents critères pour chacune des phases de cycle de vie pour identifier où sont vraiment les gros enjeux de notre produit. Où se situe l'industrie à l'heure actuelle. Voilà un petit diagramme qui explique l'évolution dans l'industrie. Dans les années 60-70, on parlait plutôt de mesures curatives, c'est-à-dire que notre usine générait des déchets, générait des fumées, il y avait des bouts toxiques qui pouvaient sortir de l'usine, et donc on essayait de mettre en place des démarches curatives. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre des filtres, par exemple, pour filtrer les dioxines toxiques qui émanaient des fumées, ce type de choses. Dans les années 80-90, on parlait plus de mesures préventives, c'est-à-dire qu'afin d'éviter justement des sorties d'usines malheureuses, on identifiait des produits un peu plus sains dans nos achats pour éviter ce type de soucis. Dans les années 2000, on parlait plus de gestion environnementale de sites. C'est là qu'on a vu apparaître la norme ISO 14000, par exemple, pour identifier des objectifs d'amélioration en termes environnementaux sur notre site.
Ensuite, on avait plutôt dans les années 2010 l'approche produit, donc où on étudie un petit peu les 5 phases de cycle de vie qu'on a pu identifier tout à l'heure. Et ensuite, on approche maintenant plus vers une approche systémique. Je vais vous donner l'exemple de Michelin dans le cas de pneumatiques pour camions, qui rencontrait des fortes difficultés à faire accepter certains progrès techniques qu'ils réalisaient et à le vendre au bon prix. Donc Michelin a trouvé la solution suivante, c'est qu'il ne vendait plus de pneus, mais prenait en charge le cycle de vie chez le client utilisateur, c'est-à-dire qu'il ajustait le gonflage, donc il y a une incidence sur la consommation, il pouvait conseiller le chauffeur en conduite, il pouvait recreuser ou rechapper au bon moment le pneu. Ce qui fait que le client finalement ne paye plus le pneu, mais paye le kilomètre parcouru. Donc la durée de vie du pneu est alors bien plus grande. Et en cumulant tous ces facteurs, on arrive à 20 pneus au lieu de 64 pneus pour une utilisation. Donc Michelin a très sensiblement augmenté sa marge en valeur absolue et le client a vu ses coûts baisser de 36%. Donc finalement, le succès a été au rendez-vous pour Michelin avec aujourd'hui plus de 300 000 véhicules en gestion et à travers 24 pays européens. Alors, je vais juste faire un ou deux autres tests de micro pour savoir. Est-ce que comme ça fonctionne mieux? Ok. Donc un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est si on revient un petit peu au niveau de l'approche produit, c'est que le fait de raisonner par étapes de cycle de vie de produit, on peut contrôler les différents transferts d'impact et de pollution à travers les différentes phases du cycle de vie du produit. Par exemple, une entreprise qui travaille fortement sur la fabrication de son produit peut changer de matière tout simplement pour injecter ou travailler la matière plus facilement. Mais on va se rendre compte que ce produit, que cette matière a elle seule un impact en termes de matière première plus néfaste que la première. Donc le fait de penser en 5 phases de cycle de vie va permettre d'éviter ce type de transfert d'impact et d'avoir en développement de produit un produit moins impactant pour l'environnement. Comme exemple, je vous donne l'exemple dans le secteur de l'emballage. On a souvent tendance, on entend beaucoup parler du suremballage de produits, mais pour chaque couple, en fait, emballage-produit, il existe un point où l'emballage n'est ni trop lourd ni trop léger. En fait, ce que j'aime à dire, c'est que l'emballage protège l'investissement environnemental qu'elle produit. Si on prend par exemple dans un rayon d'épicerie, un steak qui est emballé dans une poche en plastique avec un plastique thermoformé en polystyrène, l'impact global du produit va être vraiment situé au niveau de la viande, comme on a vu tout à l'heure, qui pourrait représenter entre 80 et 90% de l'impact environnemental. Ce qui fait que l'emballage représente, lui, que 10 ou 20% de l'impact global. Donc si on augmente l'emballage, donc si on fait du suremballage, on voit sur le graphique que l'impact environnemental augmente, mais légèrement. Alors que si on réduit l'emballage un petit peu trop, on voit que la pente remonte bien plus fortement sur la gauche du graphique, parce que on aura le fait d'avoir trop réduit l'emballage, peut-être limiter certaines propriétés barrières de l'emballage, ou générer plus de pertes lors du transport ou lors de la phase d'utilisation, ce qui fait qu'il y aura un gaspillage, et ce gaspillage qui aura lieu au niveau de la viande représente quant à lui 80% de l'impact. Donc ça met un petit peu quand même en perspective la nécessité d'avoir des emballages et des bons emballages sur certains produits. Quand on développe un produit, quand est-ce qu'il faut penser à l'environnement? C'est lors de la phase de concept. Lors de la phase de conception, 70 à 80% des impacts environnementaux sont pensés à ce niveau-là, comme sont faits les coûts, car c'est à ce moment-là qu'on va déterminer quelle matière on va utiliser, quel procédé
avec quel procédé on va produire notre produit. Ce qui fait que c'est à ce moment-là qu'il faut penser à intégrer l'environnement pour limiter son impact lors de sa phase d'utilisation. D'où l'importance dans la conception de produits de travailler très en amont pour éviter d'augmenter l'impact environnemental. Quand on parle d'éco-conception, on parle de 4 niveaux d'éco-conception. Donc le premier niveau, le niveau 1, correspond à l'amélioration progressive d'un produit. Les techniques de fabrication et le produit restent identiques. C'est souvent les concepteurs qui décident de ce type d'amélioration. Ça peut être la réduction de masse, réduction de consommation d'énergie, élimination de substances dangereuses. Ces niveaux d'éco-conception, ça résulte souvent d'une démarche issue du bon sens ou d'une recherche de réduction des coûts de fabrication dans une entreprise. Le second niveau correspond à la reconception d'un produit. Il s'agit ici plutôt de repenser le produit existant. C'est une réflexion un peu plus approfondie autour de l'environnement. Le troisième niveau correspond à complètement un nouveau concept de produit. Dans une entreprise, ça nécessite souvent des investissements un peu plus importants, parfois sans garantie de retour, donc un peu plus risqué pour les entreprises de s'attaquer à ce type de produit. Pourquoi? C'est parce qu'il faut également souvent penser à l'acceptabilité du marché. Comment ce nouveau concept sera-t-il perçu? On travaille aussi avec le marketing. Et enfin, le dernier niveau correspond à une rupture totale avec l'existant. L'innovation doit être faite plus sur un système complet, nécessite plus un changement culturel. Donc pour illustrer un petit peu ces propos-là, on prend l'exemple de mobilité urbaine, par exemple. La fonction va être d'un véhicule est d'aller d'un point A à un point B en milieu urbain, par exemple. Le niveau 0 étant notre voiture véhicule essence que l'on a à la maison. Le niveau 1 d'amélioration serait la Prius. En fait, on passerait à un véhicule hybride, donc on réduit largement la consommation énergétique, la consommation d'essence, pardon. Le niveau 2 serait, donc on reconçoit notre produit, donc ça serait plus la Smart, là, donc pour un environnement urbain, une voiture plus petite, plus maniable, donc on utilise beaucoup moins de matière, on a une faible consommation. Et enfin, au niveau 3, ce serait plus le nouveau concept, donc l'exemple de communauto. Donc on partage les biens et les ressources, donc une réduction aussi énorme en termes de matière. Et enfin, le niveau 4, là on est en rupture totale, donc c'est plus une dématérialisation du produit, plus en service, avec des nouveaux concepts de transport urbain comme le tram. Donc on s'entend que c'est pas facile pour une même entreprise d'aller s'attaquer à ces 4 niveaux d'éco-conception. C'est plus facile pour elle d'aller au niveau 1, 2 ou 3, de par la nature de l'entreprise et son expertise. Alors maintenant, comment on peut faire de l'éco-conception? Donc, la démarche de l'IDP est la suivante. La première étape, c'est de comprendre les enjeux, comment répondre aux enjeux grandissants du développement durable. C'est le petit schéma qui est tout en haut du diagramme de la démarche. La deuxième étape, c'est de répondre aux attentes du marché. Qui sont mes parties prenantes et quelles sont leurs préoccupations? Pour certains de mes parties prenantes, ça va être le recyclage et la fin de vie. Pour une autre partie, ça va être les substances que j'utilise ou la consommation de mes produits. Donc il y a toutes ces données à hiérarchiser pour développer des nouveaux critères de conception. Ensuite, la troisième étape, ce serait la pensée cycle de vie. Donc réaliser une analyse de cycle de vie de mon produit, déterminer où ont lieu les enjeux de mon produit. Est-ce que c'est dans l'extraction des matières premières? Est-ce que c'est dans la phase logistique? Est-ce que c'est dans la fin de vie? Donc, une fois qu'on a eu ces résultats ACV, qu'on
a identifié des critères de conception au niveau de nos parties prenantes, on peut matcher un petit peu toutes ces données pour ensuite préparer la stratégie d'entreprise qui est l'étape 4 tout en bas, pour définir donc des critères de conception en adéquation avec la stratégie d'entreprise, bien sûr. Ensuite, la 5e étape, c'est de formaliser le processus. Donc, comment intégrer des critères et indicateurs environnementaux à mon processus de développement de produit. Donc, chaque entreprise qui développe un produit a son processus de développement de produit. Le tout, c'est d'intégrer l'environnement dans ce processus sans casser tout ce qui a déjà été développé dans l'entreprise, mais de le rendre la façon de faire relativement simple pour pérenniser la démarche. Et ensuite, la dernière étape, c'est de communiquer un petit peu tous nos efforts pour préciser aux diverses parties prenantes les efforts et le travail qui ont été réalisés par l'entreprise. Donc maintenant, on va identifier un petit peu, on va détailler un petit peu toutes ces différentes étapes. Donc d'abord, comprendre les enjeux, on l'a déjà étudié ou regardé rapidement tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder un petit peu là-dessus. Donc on a identifié la problématique ici plus sur la gestion des déchets et la fin de vie des produits. Donc par contre, maintenant au niveau des parties prenantes, une entreprise qui développe un produit, les différentes parties prenantes d'une entreprise, donc les clients, fournisseurs, employés, communautés locales, concurrents, ONG, gouvernement. On va faire le tour de certaines parties prenantes d'une entreprise qui, en plus, a des réglementations qui régissent parfois ces produits. Donc là, c'est la réglementation, la responsabilité élargie des producteurs sur divers produits au Canada. Si on s'attarde plus au Québec, on voit qu'il y a des réglementations sur la peinture, les produits électroniques, les piles, les lampes au mercure, les emballages et les pneus. Donc, je peux parler par exemple un peu plus en détail des emballages. Aujourd'hui, les entreprises qui mettent sur le marché des emballages au Québec financent 100% de la collecte et du recyclage des emballages qu'ils mettent sur le marché. Donc, une entreprise qui met un emballage paye une contribution à Éco-entreprise Québec qui varie suivant le volume sur le marché et le type de matière qu'il met sur le marché. Et donc, de ce fait, paye cette contribution qui finance la collecte et le recyclage. Une autre réglementation, c'est le bannissement de l'élimination du bois dans les différents lieux d'enfouissement du Québec. Pour les entreprises qui travaillent sur ces marchés-là, le fait que ça va être banni, ils ne pourront plus enfouir ce type de déchets. Ils vont développer de critères de conception afin de faciliter le recyclage et le démantèlement de ces produits. Donc, tous ces critères sont à prendre en compte quand on développe un produit pour développer des nouveaux critères de conception. Donc, une fois qu'on a fait le tour de toutes nos parties prenantes, il faut réaliser une analyse de cycle de vie, ou une évaluation du cycle de vie de notre produit. Si je prends l'exemple ici d'une bouteille de Coca-Cola, beaucoup de personnes pensent que c'est la bouteille ou les ingrédients qui sont très impactants pour l'environnement. Par contre, quand on réalise une analyse de cycle de vie, on se rend compte, on a la surprise que c'est ni dans la phase d'extraction des matières premières, ni dans la fin de vie. Les impacts, ça se situe dans la phase d'utilisation, chose qui est relativement surprenante. Notamment que 46% des impacts ont lieu dans la consommation électrique des appareils réfrigérants chez les clients de Coca-Cola. Donc c'est quand même une assez grosse surprise pour ce type de produit. J'ai pris un exemple assez flagrant juste pour vous montrer qu'il peut y avoir des surprises quand on développe un produit sur savoir où se situe vraiment l'impact environnemental de notre produit. Loin de l'autre, l'idée aussi de déresponsabiliser les industriels, mais pour certains produits, la Coca-Cola pourrait par exemple travailler sur la fourniture. Alors, je crois que j'ai beaucoup de problèmes avec mon micro, je le touche pourtant pas.
Est-ce que ça va mieux comme ça ou je suis toujours trop près de mon micro? Ça semble mieux. Parfait. Euh, Donc, la consommation électrique, voilà. Donc, Coca-Cola pourrait par exemple fournir à ses clients des systèmes de réfrigération plus performants ou peut-être travailler sur une matière plastique avec peut-être des meilleures conductivité thermique. Donc, donc voilà le concept que je voulais apporter ici, c'était de se méfier des croyances qu'on peut avoir sur ce type de produit. Donc avec, par expérience, on est aujourd'hui capable d'identifier où se situent les enjeux environnementaux par typologie de produits. Ici, je vous mets trois types de produits. Donc les produits passifs, j'ai mis une table, c'est une table, une chaise, ce type de produit, où là on sait que les enjeux sont au niveau des matières premières ou de la fin de vie. Sinon, on a aussi ce qu'on appelle les produits actifs, tout ce qui nécessite une énergie, de l'essence, de l'électricité. Ça va plutôt être au niveau de la phase d'utilisation qu'il va falloir travailler pour réduire l'impact environnemental du produit. Sinon, il y a les produits jetables où là aussi, un peu comme les produits passifs, c'est la matière première et la fin de vie qui va être sur lesquels il va falloir plus s'attarder. Donc, une fois que l'on a récolté les besoins du marché, les attentes des parties prenantes, et compris où se situent les enjeux environnementaux de nos produits par une ACV, il va falloir développer des stratégies d'éco-conception. Là, je vous ai mis l'exemple de Philips Lumec, en fait, qui fabrique des luminaires, qui, en fait, à la lumière des travaux qu'ils ont réalisés avec leurs parties prenantes, et identifier les phases de cycle de vie les plus impactantes. Donc pour eux, c'est la phase d'utilisation, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Ils ont développé 6 critères de conception pour améliorer l'empreinte environnementale de leurs produits. Donc de ce fait, en plus de réduire l'empreinte environnementale de produits en travaillant sur l'efficacité énergétique, ils ont répondu aux attentes de leurs clients, qui sont majoritairement les villes, car la facture électrique, parce que c'est la ville qui paye la facture électrique de l'utilisation de ces luminaires. Donc c'était un gros avantage concurrentiel par rapport à d'autres compétiteurs de Philips Lumec qui n'avaient pas travaillé aussi fortement sur l'efficacité énergétique. Donc chaque entreprise, suivant ses enjeux, suivant son marché, suivant son analyse de cycle de vie, va pouvoir développer des critères de conception propres à son entreprise, qui répond à ses stratégies d'entreprise et qui répond à ses enjeux commerciaux. Donc voilà, sur les 5 phases de cycle de vie, plusieurs types de stratégies sur lesquelles on peut être amené à travailler. Donc aujourd'hui, je m'attarde un petit peu plus sur la fin de vie des produits, et notamment sur la conception en vue du recyclage. Donc on a vu précédemment que pour les consommateurs québécois, la fin de vie est très, très important. Alors comment on peut faire en sorte d'améliorer la recyclabilité des produits? Donc il existe quelques outils et on va essayer de passer au travers de quelques-uns. L'objectif en fait de certaines de nos interventions est de sensibiliser les équipes de développement en vue du recyclage. Parfois on calcule avec eux les taux de recyclage des produits qu'on dissocie en deux parties, le taux de recyclage théorique qui est à base de calcul et le taux de recyclage réel. Et suivant les filières en place, il peut y avoir une réelle différence entre le recyclage théorique et le recyclage réel, parce que certaines filières sont plus ou moins développées, sont plus ou moins performantes, et suivant les matériaux que l'on a choisis et surtout les types d'assemblage que l'on a choisis, ces matériaux vont être recyclés ou non. Et donc on voit dans le diagramme de droite les bénéfices environnementaux des différents scénarios de fin de vie. On voit que la réutilisation du produit, la réutilisation des pièces, d'un point de vue environnemental, sont plus performants que le recyclage ou encore l'incinération ou la mise en décharge. Juste petit bémol,
Si je prends le cas d'une automobile, par exemple, les voitures d'aujourd'hui consomment quand même beaucoup moins et polluent beaucoup moins que les vieilles autos, ce qui fait que dans ce cas-là, la réutilisation du produit serait peut-être pas aussi pertinent que pour la majorité des autres produits. Donc il y a des petites nuances à apporter des fois à ce type de données. Au niveau de la problématique, là je vous donne le cas d'une cafetière, ça se voit peut-être pas très bien. Mais voici les différents blocs qu'on peut trouver sur une cafetière. Donc, on a le système électrique, le système hydraulique, le carter et le support et le système de percolation, avec les différents types de matériaux, donc des matériaux ferreux, non ferreux, des plastiques, des différents types de plastiques. Pour un cellulaire, on voit que la problématique est identique, beaucoup de matières différentes. Donc comment on peut améliorer la recyclabilité de ce type de produit? Est-ce qu'on le recycle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il existe des outils, notamment cette petite table qui a été développée par le CIREG, pardon, qui informe sur les différents choix, donc du meilleur au pire choix pour des opérations de démontage. Donc sur ce graphique, sur cette table, on voit bien que le meilleur choix d'un point de vue environnemental pour du démontage manuel, ça serait de réaliser un ajustement serré de 2 pièces, qu'en opération démontage, je puisse le desserrer, dévisser manuellement, que ça se fasse en ligne droite, sans aucune aide extérieure, que je n'ai aucun risque à le faire et qu'il y ait et que les instructions de démontage soient fournies intégralement. Le pire choix pour du démontage manuel, ce serait réaliser du moulage par insertion, que pour démonter ce produit, il faut fracturer le produit, qu'il faut un outil spécial, que ce soit complexe, qu'il faut un technicien nécessaire, qu'il y ait des risques, etc., etc. Donc cette table permet un petit peu de voir comment, par rapport aux produits que l'on a, si notre façon de démonter le produit est difficile pour des personnes qui veulent démonter notre produit en fin de vie. Voici un autre exemple qui donne quelques informations de bonnes pratiques pour que notre produit se démonte plus facilement. Ça peut être par exemple au milieu, on va utiliser un type de vis par produit pour qu'il ne faut pas, plusieurs outils, plusieurs tournevis pour démonter notre outil, rendre la vis visible et accessible, lors des joints collés, utiliser uniquement des colles compatibles au recyclage, etc., etc. Donc voici quelques exemples d'outils un peu plus techniques qui permettent de mieux concevoir un produit pour son démontage ou son recyclage. Une autre table, donc tout ça, ça sera disponible pour vous pour l'étudier un peu plus de manière un peu plus approfondie par la suite. C'est un système d'évaluation de la recyclabilité du matériau et du produit pour des pièces qui sont fixées entre elles. Si je prends l'exemple au milieu du tableau d'une connexion fictive vis écrou plastique, on voit qu'au niveau du recyclage matière c'est bon et du recyclage produit c'est bon. Pourquoi? Parce que là c'est fait avec des matériaux que l'on sait trier correctement, les filières sont en place pour identifier les plastiques, identifier les métaux. Donc voilà quelques exemples. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que ça peut être un petit peu compliqué. Autre type de liaison qui aide à la conception, et notamment là on parle plus de ductilité des matériaux. Donc c'est la capacité d'un matériau à se déformer sans se rompre. Donc suivant la ductilité d'une matière, on va aller chercher sa recyclabilité ou pas. Je vais avancer un peu plus rapidement parce que je vois qu'on n'est pas en avance. Sinon, même au niveau du choix des matériaux, toutes les matières ne sont pas compatibles pour la fin de vie, et notamment pour le recyclage. Là, voilà une table de compatibilité des différents plastiques qui permet d'identifier les plastiques qui sont compatibles ou pas en fin de vie. Les plastiques qui sont compatibles entre eux en fin de vie sont identifiés par la lettre 1 et qui sont incompatibles par la lettre 4. Donc on voit qu'il y a majoritairement 4 dans ce type de table et que peu de plastiques en fait sont compatibles entre eux pour la fin de vie. Donc l'objectif c'est de réaliser un produit s'il y a plusieurs matières plastiques, c'est de réduire le nombre de matériaux et si possible
de faire en sorte qu'ils puissent être séparés, soit au niveau du démontage, soit au niveau des différentes techniques de tri des matières plastiques, soit par tri par densité, soit par tri par spectrométrie infrarouge. Donc, encore un autre graphique un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe des outils pour concevoir pour le recyclage. Là, c'est le tableau de séparation par densité des matières plastiques. Donc, grossièrement, on va séparer les matières plastiques qui coulent et celles qui flottent dans l'eau. Donc, l'eau a une densité de 1. Donc, le polyéthylène et le polypropylène vont eux flotter, tandis que les autres matières vont couler. Donc, on peut séparer des matières plastiques comme ça après les avoir broyées. On peut aussi faire évoluer légèrement les densités des bains pour choisir la matière que l'on veut trier. Bon, cela, ça se passe un peu plus souvent dans le cas des métaux que des plastiques. Donc, si on veut synthétiser un petit peu, là je parle plus des matières plastiques, les facteurs critiques pour le recyclage des plastiques, c'est vraiment, là j'ai mis en rouge des points importants. C'est la famille du mélange de produits, c'est combien de matières plastiques j'ai dans mon produit, est-ce qu'elles sont compatibles, est-ce qu'elles sont non compatibles au recyclage. Au niveau des pièces, un petit point important, c'est la couleur. Aujourd'hui, les centres de tri, les recycleurs ont de plus en plus de techniques de techniques de tri par spectrométrie infrarouge. Donc, c'est une technique qui permet d'identifier les matières plastiques et de les trier. C'est un système de réflexion, donc on émet de la lumière sur une matière plastique. Celle-ci est réfléchie sur une caméra qui détecte le spectre de la matière plastique et la sort ou non du convoyeur. Aujourd'hui, il y a un petit problème technique, c'est la couleur. Pour tous les produits noirs, le noir absorbant la lumière, la matière n'est pas réfléchie et donc la caméra ne veut pas identifier la matière plastique. Donc on voit apparaître quelques produits dans une matière qui est totalement recyclable, mais qui sont noirs. Donc de ce fait, ont du mal à se rendre jusqu'au centre chez le recycleur et donc ne sont donc pas recyclés. Donc c'est juste des petites choses comme ça qu'on essaie d'apporter aux industriels pour que leurs produits soient mieux recyclés. Je vais accélérer un petit peu. Donc voilà, une autre table qui permet de choisir ces matériaux. Un point important, c'est qu'il y a un équilibre à faire entre les choix que l'on fait et ce que ça peut signifier au niveau de l'entreprise. Donc, utiliser des matériaux recyclés, ça peut être des marges de tolérance et de caractéristiques réduites. Prolonger la durée de vie d'un produit, et donc il y aura peut-être une réduction de vente de nouveaux produits. Jouer un petit peu sur son nouveau modèle d'affaires. Concevoir pour le désassemblage, il peut y avoir des coûts de production parfois un peu plus élevés en R&D, investissement, etc., etc. Donc il y a un compromis à faire et ça c'est l'entreprise qui va choisir quelle stratégie elle veut adopter pour ces produits éco-conçus. Donc là, je vais vous parler quelques exemples. Donc là, c'est un exemple que j'aime bien, qui est vraiment pas récent. C'est Steelcase qui fabrique du mobilier de bureau, qui eux effectivement ont mis en place un système d'éco-conception de leurs produits. Et ils ont même été jusqu'à développer une filière de réemploi et de recyclage de leurs produits. Ils ont monté un réseau de concessionnaires qui propose un système de récupération même des emballages, qui offre également de la maintenance et le remplacement de pièces pour prolonger la durée de vie de leurs produits. Donc ça fait partie des gros industriels qui sont très très bons pour ce type de produit. Un autre exemple un peu plus technique dans l'automobile, autrefois c'était un moteur de ventilation où c'était des métaux, donc du cuivre et un acier doux qui étaient assemblés ensemble. Et malgré la forte valeur de ce produit, il y avait de la difficulté à aller le recycler. Ils ont reconçu leur type de produit pour pouvoir isoler au moins le cuivre, pour pouvoir aller chercher la bobine de cuivre lors du broyage. Toujours l'exemple de Steelcase avec leur chaise qui date de quelques années, mais qui est passé de 20 matières à 5 matières différentes et rendant à 99% du poids du produit recyclable. Donc une nette amélioration du recyclage de la matière.
À noter aussi que le démontage est réalisé par des entreprises d'économie sociale et solidaire chez Steelcase. Voilà un autre type d'exemple. Je vois qu'il est bientôt l'heure, donc c'est un autre exemple chez Xerox, qui eux ont mis en place en fait un programme de recyclage des fournitures. Ils récupèrent des millions de cartouches et des tonneurs vides pour être réutilisés et recyclés. Dans l'automobile aussi, donc là il y a des normes qui demandent aux constructeurs automobiles d'aller en Europe notamment d'aller valoriser 95% du véhicule avec 85% en recyclage et 10% en valorisation énergétique. Donc voilà des objectifs assez contraignants pour les constructeurs, pour eux qui développent des produits facilement recyclables ou démontables. Au Québec, il existe des sites qui font ce type de dépollution. Donc, on dépollue le véhicule en retirant tous les fluides, essence, huile qui peuvent être parfois réutilisés. Ils font du démontage de pièces pour revendre en pièces d'occasion ou revendre de pièces pour le recyclage. Et une partie va être destinée au broyage pour la revente de carcasses métalliques. Donc, si on reprend un peu de recul et qu'on revient maintenant à la démarche d'éco-conception, il est important pour une entreprise de formaliser ce processus et d'intégrer ces critères environnementaux dans le processus de développement de produits. Donc ça, c'est ce qu'on réalise aussi auprès des entreprises qu'on accompagne. Et enfin, derrière, il faut, si on veut se positionner sur le marché ou démontrer à nos parties prenantes les travaux et efforts qu'on a réalisés, il est important de communiquer sur les bénéfices de notre produit. Mais aujourd'hui, on peut aussi vite se noyer, entre guillemets, dans les diverses communications environnementales qu'il existe. Et puis que pour ne pas tomber dans le greenwashing ou l'éco-blanchiment, il est important de communiquer suivant des règles bien précises. Donc, il existe trois types de communication. Donc, l'écolabel, qui est de type 1. Donc, ils sont gérés par une norme, la norme ISO 14024, et ils prennent en compte tout le cycle de vie du produit. Le petit problème pour certaines entreprises, c'est qu'ils sont souvent de portée nationale. Par conséquent, dans une perspective d'exportation, ça peut être assez onéreux d'aller obtenir le label de chaque pays. L'autodéclaration, qui est de type 2, c'est une déclaration qui est placée sous la seule et entière responsabilité de l'entreprise. Trop souvent, par contre, elle tient compte que d'un seul aspect au cours d'une étape de cycle de vie d'un produit, soit la recyclabilité ou l'économie d'énergie. Mais la norme gère un petit peu toutes ces données. Donc, c'est la norme ISO 14021. La troisième déclaration de type 3, qui est générée par la norme ISO 14025, c'est la transcription des résultats d'une analyse de cycle de vie. Donc là, c'est bien plus poussé comme type d'analyse, et donc on peut aller aussi plus loin en termes de déclaration environnementale. Ça peut être certifié ou non, mais il faut généralement que ce soit certifié par une tierce partie pour valider la communication. Donc j'ai été un petit peu rapide sur la fin, je m'en excuse, mais je pense que maintenant ça va être l'heure des questions. Alors, pourriez-vous parler un peu de l'éco-conception? Est-ce que vous avez une petite précision à ce sujet? C'est Natalia Melnik. Lors de la déconstruction, je pense que c'est un petit peu comme toutes les filières. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la filière de recyclage et de la filière de déconstruction pour comprendre un petit peu quel type de critères on peut rajouter. Vous parlez de déconstruction sélective, donc la rénovation, c'est-à-dire de réutilisation des matériaux de construction pour la rénovation. En fait, il va y avoir plusieurs enjeux. En termes d'abord je vais peut-être parler en termes de substances des matériaux. Il y a des nouvelles réglementations quand même qui sont en place aujourd'hui. Certaines substances qui sont interdites. Il y a notamment
la réglementation REACH, qui est valable beaucoup en Europe, qui est certains matériaux ne sont plus autorisés ici malgré tout. Donc il y a quand même une notion de substance dangereuse à évoquer, surtout dans des vieux bâtiments où il peut y avoir des traitements de bois qui peuvent être particuliers. Mais un des enjeux importants d'utiliser ce type de matériaux, c'est pour aller obtenir des points LEED, parfois pour certains architectes qui veulent certifier un bâtiment LEED. Il y a plusieurs types de certifications, or, argent et bronze. Et pour cela, l'entrepreneur ou l'architecte va devoir réaliser des efforts d'un point de vue environnemental. Un des efforts est d'utiliser du contenu recyclé dans certains de ces produits, ce qui peut être fait avec des matériaux de construction pour aller chercher quelques points LEED qui, associés à d'autres points LEED sur la consommation énergétique du bâtiment, vont lui permettre d'aller chercher une certification ou non. Alors, je vois plusieurs questions. Est-ce qu'il existe une norme ou un label pour les produits pour lesquels un effort d'éco-conception a été fait? Il n'existe pas vraiment de label éco-conception. Cependant, il existe différents labels où certains critères de conception peuvent avoir été utilisés. Les labels, on va dire au niveau de l'emballage, papier, carton, ça va être d'aller chercher la certification FSC. Donc là, on a été le bois ou la fibre peut être issu de forêts gérées durablement. On peut aller chercher de la certification FSC avec du contenu recyclé. La certification écologo aussi est un peu plus complète parce que là, on peut travailler sur toutes les phases, parfois du cycle de vie. La certification LEED dans le bâtiment ou Green Guard, parfois pour des composés organiques volatiles qu'on peut trouver dans certains produits, notamment dans certaines peintures pour le bâtiment. Mais il n'y a pas de certification en tant que telle sur des produits éco-conçus aujourd'hui. L'utilisation d'ingrédients compostables, est-ce une solution pour remplacer le plastique dans les emballages alimentaires? C'est une question assez compliquée. Dans l'emballage, il peut y avoir quand même plusieurs enjeux. On peut utiliser de l'emballage compostable. Prenons l'exemple du PLA. Le PLA aujourd'hui n'est pas ou peu recyclé mécaniquement. Chimiquement, il peut être recyclé. Par contre, aujourd'hui, il est un peu considéré comme un perturbateur des filières de recyclage. Cependant, d'un point de vue empreinte, il peut être dans certains cas moins impactant. Cependant, il va falloir pousser un peu plus loin la recherche pour être sûr que, suivant la génération du PLA, il va falloir faire des efforts sur, entre guillemets, avoir une approche d'approvisionnement responsable. C'est-à-dire qu'on va on peut pas utiliser, enfin, ce serait malvenu d'utiliser un PLA qui vient de culture de maïs entre guillemets OGM sur des surfaces qui étaient auparavant agricoles et sur des surfaces qu'on a expropriées à des communautés locales. Donc il y a tout ce travail à faire pour s'assurer que d'un point de vue environnemental et social, la matière qu'on utilise soit plus performante qu'une autre matière. Après, tout dépend de l'application. Tout dépend vraiment de l'application. Ça peut être au cas par cas pour ce type de produit. Mais aujourd'hui, le fait que la filière soit pas en place, c'est assez difficile entre guillemets d'imposer ce type de matière. Mettons autant d'énergie à éco-concevoir pour le réemploi que pour le recyclage. Mon impression est que aujourd'hui, on travaille plus pour le recyclage que pour le réemploi. Tout va dépendre aussi de où se situe la filière, où en est la filière de recyclage et quelles sont les difficultés rencontrées par les recycleurs pour
être en conformité avec certaines réglementations. Euh, pour certains appareils électriques et électroniques, c'était difficile il y a quelques années pour les recycleurs d'isoler les matières dangereuses, les piles, par exemple les piles, les cartouches, etc., euh, sans, euh, sans tout faire, sans que les produits dangereux soient éparpillés. Donc certains produits de ce type, on a vu naître un peu plus de filières de réemploi, mais c'était vraiment. Je vais vous donner l'exemple. On a fait la visite d'un centre, le centre de tri Recyc Frigo à Laval, où on a amené un groupe d'industriels et quand ils ont vu comment ça se passait réellement sur le terrain, c'est assez entre guillemets violent comme recyclage, mais avec des taux de recyclage assez exceptionnels. Euh, les techniques de conception n'ont pas besoin d'être poussées très très loin pour améliorer le recyclage de produits. Donc parfois on pousse un petit peu trop loin, utiliser tel type de vis, mais l'enjeu principal est de comprendre ce qui se passe en fin de vie, d'aller voir ce qui se passe dans la filière et voir si effectivement est-ce que c'est important que je mette beaucoup d'énergie à pouvoir dissocier mes matériaux si les techniques de tri aujourd'hui le font parfaitement. Donc il y a vraiment un enjeu au niveau de la filière. Euh, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on travaille plus aujourd'hui pour recycler que pour, euh, pour le réemploi. Quel est le positionnement des entreprises du Québec dans l'éco-conception des produits? Là, ça va vraiment dépendre du secteur. Certaines entreprises, j'ai donné l'exemple de Philips Lumec qui était très 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 en avance sur ce type d'approche. Il faut savoir que l'éco-conception c'est pas si vieux comme concept. À l'IDP, c'est né entre guillemets en 2005 avec le gouvernement qui voulait qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs et comment on pouvait l'appliquer aux entreprises québécoises. Euh, donc ça va vraiment dépendre du type de secteur. Le petit point pourquoi l'Europe a eu un petit peu d'avance par rapport au Québec, c'est qu'il y avait les réglementations ont été beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides en Europe, avec l'interdiction d'utiliser certaines substances, l'obligation d'avoir des taux de recyclage et de récupération très très forts, des positionnements de marché aussi qui amenaient les entreprises à travailler dessus. Ces réglementations arrivent au Québec, mais un peu plus lentement, ce qui fait que si si on est un petit peu entre guillemets en retard, c'est parce qu'il n'y a pas eu cet impact entre guillemets de la réglementation, mais qui aujourd'hui commence à se mettre en place avec notamment la responsabilité élargie des producteurs. Et puis les entreprises commencent à se rendre compte que d'un point de vue business aussi et marché, ça permet aux entreprises de d'avoir de nouvelles façons de faire et surtout des façons de faire très innovantes, ce qui fait de mieux positionner son produit sur le marché, d'avoir un meilleur produit et surtout aussi d'avoir un plus faible impact sur l'environnement. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que des architectes du bâtiment pensent à l'éco-conception pour la fin de vie utile du bâtiment? Je ne saurais répondre à cette question. Je sais que dans la certification LEED, il y a des objectifs en termes de fabrication et de produits que que l'on intègre au bâtiment. Ils pensent à l'éco-conception, mais comme je le disais tout à l'heure, quand on parle d'éco-conception, on essaie de travailler sur tous les enjeux, mais sur l'enjeu le plus impactant. Donc, quand on construit une maison, l'enjeu le plus important ou la phase la plus importante, ça va être la phase d'utilisation, donc notamment la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer ou climatiser le bâtiment. Donc, si on parle d'un point de vue éco-conception,
on va plutôt focaliser sur cette phase, mais il est clair que c'est toujours intéressant quand même d'aller travailler sur la fin de vie utile du bâtiment, mais malheureusement, je serais pas en mesure de vous dire si c'est de quelle manière en fait les architectes pensent à la fin de vie utile du bâtiment. Alors, j'ai plusieurs questions. Le style de la consommation et la structure de l'enfouissement change en fonction de la localisation. Comment tenir compte de ces aspects dans l'analyse de cycle de vie d'une entreprise qui joue dans différents marchés? Alors c'est un peu ce que j'avais illustré sur les attentes des Québécois et les attentes des Français qui peuvent être différentes. En fait, c'est dans le travail, tout ce travail-là de choix d'hierarchisation va être fait dans l'analyse des parties prenantes. Donc effectivement, on va voir que dans telle ou telle localité, il y a telle ou telle technique de tri, d'enfouissement, de recyclage. Après, ça va être à l'entreprise de pondérer par rapport au volume qu'ils mettent sur le marché, au volume qu'ils génèrent sur dans tel ou tel périmètre, de prendre la décision qu'elle juge la plus pertinente. L'objectif étant effectivement d'essayer de répondre à tout le monde, mais on pourra pas satisfaire tout le monde d'un point de vue éco-conception dans chacune des phases de cycle de vie. Donc l'objectif, c'est vraiment d'identifier tout ça, de les lister et de les hiérarchiser afin de répondre aux enjeux aussi de l'entreprise. Parce que peut-être qu'on a énormément de volume pour telle localité et que dans un premier temps, il va falloir répondre à cette localité avant de pouvoir s'attaquer à une seconde localité qui a des techniques qui a d'autres techniques. Donc il y a vraiment un travail de hiérarchisation dans l'analyse des parties prenantes avant de lancer un nouveau critère de conception.